Bonsoir à tous, je m'appelle Jean-Claude Génaud, je suis écologue, vice-président de Forêts Sauvages, membre des journalistes écrivains pour la nature et l'écologie et cofondateur de la coordination Libre Évolution. Donc je vais commencer ma présentation. Donc évoquer la peur de la nature, là, comme je me suis engagé à le faire ce soir pour vous, c'est forcément parler d'une personne en particulier. Euh, Cette personne, c'est un personnage un peu hors du commun, il s'appelle François Terrasson. Il fut maître assistant au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, amoureux des sciences, puisque dans sa formation très pluridisciplinaire, il a étudié évidemment des sciences de la nature classique, comme la géologie, l'écologie végétale, la biologie, mais aussi énormément de sciences qu'on qualifie aujourd'hui de sciences humaines et sociales, comme l'ethnologie, l'anthropologie, l'archéologie, la préhistoire et même la sociologie rurale. Donc vous voyez qu'on a là affaire à vraiment quelqu'un qui, d'emblée, se situe dans une démarche pluridisciplinaire. Alors pourquoi c'est un personnage un peu hors du commun? Parce que au muséum, il avait une place à part, c'était un électron libre, il n'a jamais passé sa thèse, il se foutait de la hiérarchie et souvent même il a pris des prises de position contre même la direction du muséum pour défendre ses idées. Donc vous voyez que c'était quand même quelqu'un tout à fait particulier, un résistant pour ses idées. Alors il a travaillé au départ, François Terrasson, sur le bocage. Le bocage, vous savez à peu près tout ce que c'est ces prairies généralement ou pâtures qui sont entourées de haies. Donc il vient d'une région lui-même de bocage, l'Allier, mais il a étudié le bocage un peu dans toute la France. C'est ce qu'on lui demandait quand il est arrivé en 1967 au muséum, dans un tout nouveau service qui s'appelait le service de la conservation de la nature. Et ce bocage, évidemment, pour lui, c'était le meilleur compromis qu'il trouvait entre l'homme qui exploite une ressource, en l'occurrence l'agriculteur, et la nature. Et évidemment, il a eu beaucoup comment dire, de, de malheur, puisque au moment où il démarre son travail, il y a un phénomène absolument terrible qui s'est déjà mis en branle en France depuis les années 50, mais qui s'amplifie au fur et à mesure des décennies. C'est ce qu'on appelle le remembrement, hein, qui, disons-le tout net, pour la France moderne, en tout cas pour le XXe siècle, est peut-être sans doute le plus grand écocide qui s'est produit dans nos campagnes, avec à peu près, on estime depuis 1950, 750 000 kilomètres de haies arrachées. Je ne parle pas des talus à raser, des zones humides drainées, des millions d'arbres abattus dans les vergers, etc., les arbres isolés et tout. Donc Terrasson a été témoin de ça. Et d'ailleurs, ça se ressent dans un certain nombre de ses textes. À côté de ça, c'est un grand communicant. Alors j'ai oublié de le dire, mais c'est que ce qu'il a essayé de faire aussi pour le bocage, c'est en le défendant, c'est surtout de développer une base écologique des pratiques agricoles. Et quelque part, dans ce sens-là, il est un peu précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroécologie. Donc c'est un grand communicant, c'est quelqu'un qui s'est intéressé très très tôt aux médias. D'ailleurs, il est cofondateur des journalistes écrivains pour la nature et l'écologie, et j'ai eu la chance d'être parrainé par lui pour entrer aussi dans cette association il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années. Et donc, il utilisait énormément les médias, hein, même télévisés à l'époque, radio. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il se serait mis aux réseaux sociaux et aux chaînes YouTube, mais pourquoi pas. Et il était un excellent conférencier. Il a fait des centaines de conférences au cours de sa carrière. Enfin, pour terminer, je dirais que ce qui l'intéressait le plus, compte tenu de sa démarche initiale interdisciplinaire donc, et sa formation, c'était réellement d'étudier le rapport homme-nature. Si on devait faire une métaphore de la destruction de la nature, c'est-à-dire l'homme qui tape avec un marteau sur la tête de la nature, contrairement à ses collègues, disait-il, qui comptent soit le nombre de coups de marteau, soit qui essayent d'étudier les conséquences des coups de marteau, lui, ce qu'il voulait savoir, c'est pourquoi l'homme donne des coups de marteau. Et donc là, on va effectivement rentrer dans le vif du sujet, surtout au regard de la définition de la nature vue par Terrasson. Pour Terrasson, la nature, c'est la quantité d'absence de volonté humaine. C'est-à-dire que pour lui, forcément, la nature, elle se développe de manière spontanée, sauvage, libre,
et en dehors de notre volonté. Il faut être clair, la nature existait avant nous, et si on a la bêtise de disparaître en tant que sapiens, elle continuera d'exister après nous, elle sera sans doute différente, mais ce sera toujours la nature. Et donc, par rapport à cette définition-là, tout le reste va découler dans sa démarche d'une critique, on va dire, de la mainmise et du contrôle de l'homme sur la nature. Vous ne serez pas étonné en découvrant sur ma deuxième diapositive là, le terme de biodiversité qui s'est imposé après le sommet de la Terre de Rio dans les années 92. C'est un terme évidemment que Terrasson n'a pas manqué de fustiger. Hein. Vous voyez, vous savez lire comme moi, donc c'est une notion qui va être utilisée pour ruiner celle de nature. Il tenait à la nature qui était une notion beaucoup plus englobante pour lui, et qui avait plus de sens. La biodiversité, c'est du technique, du comptable, du maîtrisable. Et c'est vrai, et d'ailleurs, il a été confirmé par énormément de gens qui, depuis, considèrent que la biodiversité est un peu un fourre-tout, un terme polysémique et technoscientifique, qui finalement ne restitue pas la, comment dire, la globalité réellement de ce que recouvre la nature. La nature, c'est la spontanéité, c'est la fonctionnalité, c'est la beauté aussi, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est la diversité, mais le terme tel qu'il a été mis sur la table est aujourd'hui vraiment de plus en plus galvaudé. D'ailleurs, Terrasson, par rapport à la définition qu'il avait de la nature, se posait vraiment la question de savoir si même la nature qu'on protège, sachant qu'on est dans une société pour lui anti-nature, est-ce qu'on peut réellement protéger bien la nature quand on est dans une société qui la détruit à tout bout de champ? Donc, il posait la question, est-ce que la nature protégée est encore naturelle? Pour lui, la nature gérée, telle qu'on la voit aujourd'hui dans les réserves naturelles, dans des espaces des conservatoires, elle est souvent maîtrisée. Hein. On maintient des espaces en milieu pionnier, des prairies, des pelouses, etc. Donc le gestionnaire est devenu, de la biodiversité, est devenu un peu une sorte de jardinier. Et donc lui, il était vraiment très critique vis-à-vis des aires protégées. Et d'ailleurs, il ne s'est pas fait que des amis, puisque justement, il était un des rares scientifiques de la protection de la nature à critiquer et les parcs nationaux et les réserves naturelles. Hein, il estimait que ça, les aires protégées, c'était l'alibi pour détruire à l'extérieur. D'ailleurs, il n'est pas le seul à penser ça. Alors, il aimait, je l'ai dit, un grand communicant, il aimait les phrases chocs, il avait un style propre à lui, avec des majuscules, avec de l'humour, hein, par exemple par rapport à la folie de construire des mares partout et de les nettoyer, même d'enlever la végétation autour, voire de les éclaircir alors que c'est dans les eaux croupissantes qu'il y a toute la vie de la mare. Il disait il y en a marre des mares. Ou alors, par rapport à ceux qui ne jurent que par les orchidées, qui vont même déterrer des bulles pour faire des croisements ou des restaurations ailleurs, et donc qui entretiennent ces pelouses vraiment presque comme on jardine, il disait halte à l'orchidobsession. Alors, il a d'autres expressions. Par exemple, il parlait non pas des agriculteurs, mais des agriculteurs. Ou alors, un de ses grands ennemis, l'Office national des forêts, qu'il qualifiait d'Office national des fourrés. On en vient évidemment à La peur de la nature, qui est un de ces trois ouvrages, en tout cas trois ouvrages publiés du temps de son vivant. La peur de la nature, on va dire, c'est un livre vraiment majeur, qu'il a fait connaître bien sûr, mais aussi qui a eu un certain succès puisqu'il a eu 5 éditions, dont la 5e d'ailleurs en 2007 s'est faite un an après la mort de Terrasson. Alors qu'est-ce qu'il nous dit de particulier et de nouveau dans le paysage de l'époque, donc 1987. Dans La peur de la nature, Terrasson nous dit que la nature, ça relève de l'émotionnel et pas du tout du rationnel. Donc c'est quelque chose déjà qui marque un petit peu le personnage. Ensuite, il nous dit que la nature, elle déclenche chez nous des réactions totalement inattendues. Elle ouvre, si vous voulez, une sorte de trappe sur notre inconscient qui peut révéler une réalité à la fois souterraine et subversive. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, quelques mots pour résumer l'ouvrage, mais on va rentrer plus en détail dans les arcanes de la pensée terrassonienne, parce que c'est très intéressant de voir un petit peu où est-ce qu'il veut nous emmener. Dans les sociétés traditionnelles, il existait des cérémonies magiques pour exprimer les émotions inconscientes.
Et François Terrasson nous dit que dans notre société, évidemment, de l'écrit, du verbal, il faut aller chercher ces émotions telles qu'elles sont exprimées ailleurs. Il faut la chercher dans des symboles, par exemple dans les légendes, par exemple dans les mythes et aussi dans les rêves. Mais il ne faut pas se leurrer, autour de nous, même dans notre environnement, qu'il soit urbain ou campagnard, il existe des symboles sous-jacents qui sont dans l'aménagement d'un jardin, qui sont dans l'architecture, qui sont dans la publicité ou qui sont sur des affiches et qui nous influencent à notre insu et qui modèlent nos comportements. Et ça, Terrasson les appelait les éléments de conditionnement mental. Imaginez le nombre d'éléments de conditionnement mental auxquels on a affaire, surtout dans notre univers actuellement d'écran, où on reçoit des photos, des images, des slogans en permanence. Donc on est vraiment bombardé, il n'y a pas d'autre mot, de choses qui ne sont pas neutres, qui peuvent changer notre état d'esprit, peu qu'on ne soit pas assez critique. Alors, il y avait un excellent test, François Terrasson, pour se rendre compte un petit peu de ce qu'on a un petit peu dans les tripes et de ce qu'on a réellement en nous, c'est la ruine. Alors la ruine, j'en avais un exemple là, et c'est pas n'importe quel exemple, hein, parce que c'est la propriété de François Terrasson, ça. Enfin, c'est pas toute la propriété, c'est une partie qu'il a laissée en ruine exprès. Et il ne suffit pas de le prêcher pour les autres, encore faut-il se l'appliquer à soi. Donc voilà, on va dire, une maison en libre évolution. Donc Terrasson, pourquoi il pense que la ruine c'est intéressant? Parce que, évidemment, vous avez deux catégories de gens. Soit les gens qui aiment et qui voient rouge s'ils entendent parler de quelqu'un qui voudrait rénover, enlever toute cette végétation foisonnante. Et puis ceux qui n'aiment pas, évidemment, ou qui voient, qui détestent. Alors soit ils passent leur chemin, ils ne veulent pas voir, soit ils pensent qu'il y a une chose, c'est enlever tout ça et faire propre, comme disait Terrasson, la nature clean. Et donc pour lui, si vous voulez, une maison abandonnée, c'est pas seulement, enfin, une ruine, c'est pas seulement une maison qu'on abandonne. C'est un endroit où la nature reconquiert un lieu de civilisation humaine. Et donc, je le cite hein, au mot près, hein, pour lui, si vous voulez, il y a une puissance étrangère faite d'orties, de lierre et de mousse, de lézards, de limaces qui s'infiltrent, qui s'installent et qui triomphent de ce qui fait le symbole de la domination de l'homme sur son environnement, c'est-à-dire sa maison. Donc vous voyez un peu où il nous emmène avec son vocabulaire un petit peu imagé, mais c'est tout à fait ça. En clair, en fonction du rejet ou de l'attraction qu'on a pour une ruine, eh bien évidemment, sa gestion sera différente. Soit on la laisse, soit on va tout faire pour arracher ce foisonnement de végétal. Il y a aussi encore quelque chose d'intéressant, tester un petit peu notre rapport comme ça, on va dire immédiat à la nature, c'est la friche. Hein, la friche dans le sens, pas friche industrielle, mais friche agricole, c'est-à-dire une terre qui a été pâturée, cultivée, qui est ensuite abandonnée. Donc cette friche-là, elle est vraiment le prototype, on pourrait dire, de ce qu'on a appelé aussi la nature férale, c'est-à-dire une nature utilisée par l'homme, puis ensuite abandonnée, par analogie avec un animal féral, c'est-à-dire un animal domestique qui redevient sauvage. Et alors cette friche, il faut le dire, à une époque où Terrasson s'exprime, personne ne la défend. Il est le seul, dans le monde en tout cas scientifique, à écrire un article qu'il intitulera « Vive la friche !» Parce que quand on fait un peu de travaux, ce que j'ai fait dans le cadre du livre que j'ai coécrit avec Annick Schnitzler qui s'appelle « La France des friches », quand on regarde la littérature venant de tous horizons, scientifiques, techniques, politiques, journalistiques, la friche ne trouve grâce aux yeux de personne. C'est soit une horreur sociale, dans le sens qu'il y a abandon de l'homme, etc. Alors, il faut le dire aussi, hein, à la décharge des opposants, c'est que la friche, elle a accompagné dans l'histoire de l'humanité des périodes pas terriblement enchantées, c'est-à-dire des guerres, des famines, des épidémies. Pour les écologistes, par exemple, pour les naturalistes, c'est plus surprenant. Enfin, c'est surprenant pour ceux qui défendent la friche, comme moi ou comme Terrasson. C'est considéré comme une banalisation. On estime que la flore
la végétation est commune, c'est même la porte d'entrée des espèces exotiques envahissantes, ça peut favoriser des avalanches en montagne, ça peut faciliter des incendies en zone méditerranéenne, etc. Personne ne voit à quel point la friche diversifie la vie, comme le dit un ethnologue connu, Guillaume Escuré. Sur le plan psychologique, quand on regarde le vocabulaire qui est employé, la friche est une vraie maladie. On voit les mots cancer, lèpre, c'est incroyable d'ailleurs. C'est vraiment une lèpre dans le paysage, la friche. Parce que tout le reste doit être bien ordonné, bien géré, bien façonné, modelé par l'homme. Et sur le plan, on pourrait dire presque idéologique, évidemment, comme la friche ne se plie pas à la mise en coupe économique totale du paysage, à la domination de l'homme, évidemment, la friche, ça renvoie à l'anarchie. Alors, il y a un penseur, Rodolphe Christin, qui a d'ailleurs écrit un tout petit livre très, très intéressant, qui s'appelle « Dissidence de la broussaille ». Ça veut vraiment bien dire que la friche, c'est une zone de résistance à la volonté de domination de l'homme. Donc voilà pour la friche, on n'en dira pas plus. Chance pour ceux qui l'aiment pas, parce que vous voyez sur cette diapositive un petit peu les prévisions d'un certain nombre de géographes qui estiment que dans l'Union européenne, dans les décennies à venir, il y aura entre 130 et 170 000 km² de terres qui seront en friche, particulièrement dans les pays de l'Est, mais pas uniquement, aussi dans certains pays du Sud, dans les piémonts de montagne, etc. Alors ça, c'est une prévision. Après, on ne sait pas si toutes ces friches resteront friches pour devenir des forêts. Certaines seront utilisées à d'autres fins. Alors, il y a une friche qui est quand même célèbre maintenant, enfin, tristement célèbre, c'est la friche qui se trouve dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Ça, c'est ce qu'on peut voir, par exemple, du haut d'une tour de surveillance des incendies du côté biélorusse. C'est, comment dire, 20 ans après, exactement 20 ans après l'explosion. Terrasson, lui, a visité Tchernobyl peu de temps après l'explosion et il a dit, voilà un espace que l'homme vient d'inventer où il ne peut pas vivre. Donc c'était bien, bien vu, puisque effectivement, actuellement, il n'y a plus de vie permanente. Alors il y a bien des gens qui surveillent, il y a bien des gens qui étudient les phénomènes qui se déroulent là, dans cette zone, de 20 km de diamètre, de rayon, pardon, mais autour de la centrale, mais il n'y a pas de vie permanente, les gens ont été déplacés. Terrasson, il est clair qu'une société qui détruit la nature est en même temps, puisqu'il fait le lien entre, on va dire, la nature intérieure et la nature extérieure, est une société qui réprime les émotions. On peut penser que le monsieur à droite, là, qui vient de s'éclater et d'éclater en même temps son écran, vient tout d'un coup de libérer ses émotions, se rendant compte peut-être que passant 8 heures devant son écran par jour à regarder des abacs et des graphiques, il en avait marre. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. On a compris, Terrasson s'intéresse, si vous voulez, aux réactions psychologiques et psychiques des humains face à la nature. Et pour ça, il s'est rapproché de l'école de psychiatrie de Palo Alto aux États-Unis, en Californie, et notamment aux écrits d'un certain Gregory Bateson. Alors, Gregory Bateson, c'est un psychiatre qui a créé un livre qui s'appelle L'écologie de l'esprit, et qui est l'auteur d'une théorie sur ce qu'on appelle la double bind, c'est la double contrainte. Alors c'est quoi la double contrainte? C'est un paradoxe de la communication. Ce sont des phrases avec deux injonctions contradictoires. Si vous répondez favorablement à la première injonction, vous contredisez la seconde et réciproquement. Du coup, c'est intenable et du coup, vous devenez fou. Donc vous avez 3 exemples. Rappelez-vous qu'il ne faut jamais penser à cette phrase. Ça, c'est typique de la double contrainte. Ou soyez spontané, c'est beaucoup plus ramassé, mais soyez spontané, c'est bien trouvé parce que effectivement les deux mots sont contradictoires. Et vous en avez un plus prosaïque, mais en même temps plus, comment dire, plus proche, si vous voulez, des gens qui suivent un petit peu les actualités et qui est lié au Grenelle de l'environnement en 2008, c'est le slogan pour la forêt, produire plus tout en préservant mieux la biodiversité. C'est pas possible, car si on produit plus, on coupe plus de bois, généralement des gros arbres, et dans les gros arbres, il y a 25% de la biodiversité typiquement forestière, donc on ne peut pas préserver mieux la biodiversité en coupant les gros bois. Et donc, pourquoi je vous parle de la double contrainte? C'est parce que pour Terrasson, nous avons une relation de type schizophrénique avec la nature, parce que la double contrainte, elle résume la schizophrénie. C'est-à-dire commencer à penser une chose, puis
finalement faire son contraire, ou penser à cette chose d'une manière plutôt négative que positive, etc. Et donc voilà la phrase qui résume pour Terrasson la relation qu'on a avec la nature. Le besoin de contrôle stoppe l'élan vers le naturel, qui ne l'est que si justement le contrôleur en chef, tapi au fond de tout cerveau occidental, accepte de passer la main, ce qu'il ne fait pratiquement jamais. Donc vous avez compris, on est attiré par la nature, mais dès qu'on est face à la nature, on ne peut pas s'empêcher de vouloir tout contrôler, tout maîtriser. Et donc c'est vraiment là la formulation de cette double contrainte qu'on a et qui nous rend, par rapport à la nature, selon Terrasson en tout cas, schizophrène. Beaucoup de gens se demandent si les gens qui vivent au contact du sauvage, finalement, si ça les influence, si ça change leur état d'esprit. Par exemple, le berger qui vit dans la montagne plusieurs mois avec ses animaux et ses bêtes, le troupeau domestique qu'il a protégé, généralement des moutons en tout cas, et ses chiens qui protègent le troupeau, est-ce que lui peut être considéré comme aussi relevant du sauvage? Eh bien, Terrasson nous dit non seulement oui, il répond de manière affirmative, mais il dit aussi qu'il existe aujourd'hui des expériences qui prouvent cela et qui permettent de démontrer que l'environnement influence notre mental. Et là, c'est important parce que, quelque part, il est précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-psychologie, hein, qui vise à justement comprendre les relations qu'il y a entre notre environnement naturel et notre état psychique, notre état mental. Alors j'ai mis une petite photo en dessous de notre berger parce qu'effectivement, le berger autrefois en tout cas était considéré un peu comme un sauvage. Ça a un petit peu changé, mais en tout cas, aujourd'hui il a trouvé plus sauvage que lui. C'est le loup qui traverse les frontières, fait des centaines de kilomètres et vient s'installer. Et évidemment, le loup, il a d'autres lois que le berger. Le berger veut protéger les moutons, mais le loup, lui, il a besoin des fois de temps en temps de manger des moutons. Et c'est là que les problèmes commencent. Parmi les gens qui vivent dans le sauvage et qui ont le statut de sauvage, eh bien, j'ai pris un autre exemple. J'ai pris le berger dans la montagne, mais il y a par exemple les charbonniers. Très longtemps, les charbonniers, en tout cas au début du 19e et avant, vivaient dans la forêt complètement. Ils avaient le visage noirci. Pour le reste de la population, ces bergers étaient vraiment ces charbonniers étaient vraiment considérés comme des sauvages. Et puis en plus, c'est dans la forêt. Et la forêt, le nom latin, c'est silva. Silva, c'est la même terminologie que le mot sauvage. Donc c'est le lieu du sauvage. D'ailleurs, c'est le lieu des sorciers, des bannis, des naturels, si on veut. Alors, parlons justement d'autres naturels. On nous dit qu'il y a des catégories humaines qui sont ouvertes, qui laissent s'exprimer leur nature intérieure. Et dans ces catégories, il y a les artistes, les fous, les enfants, les naturalistes et les femmes. Et il y a une mention spécifique à apporter à cette dernière catégorie, c'est que la femme, elle entretient un lien très particulier avec la nature, un lien organique. Rappelons à tout le monde que nous naissons tous d'une femme. Et pour Terrasson, il y a un lien évident entre la crainte des femmes, la haine de l'organique et l'agressivité anti-nature. Donc il va assez loin dans ces... Tout ça est bien développé dans l'ouvrage, hein, évidemment, dans le livre. Parlons maintenant d'un historien qui s'appelle Robert Harrison, qui nous dit que la pulsion destructrice de la nature a des raisons psychologiques qui dépassent le simple envie de besoin matériel ou le besoin de domestiquer son environnement. Et évidemment, vous l'avez deviné avec l'image, cette raison psychologique est liée à la mort. Et il résume ça dans une phrase en parlant des intolérables angoisses de finitude qui rendent l'humanité otage de la mort. En clair, l'homme a peur de la mort. Et donc cette mort, elle le renvoie à sa finitude alors qu'il conçoit que la nature, c'est comme une espèce de matrice éternelle, le cycle éternel de la nature, etc. Donc ça effectivement, pour lui, enfin, et pour bon nombre de psychologues d'ailleurs, c'est cette peur de la mort qui pousse l'homme un petit peu à agir de cette manière. Et Christian Godin, un philosophe qui a écrit un livre qui s'appelle La haine de la nature, va encore plus loin. Il estime que cette haine de la nature, enfin cette haine que l'homme voue à la nature, c'est tout simplement parce que la nature est vivante. Alors pour Terrasson,
qu'on ait peur du désordre, peur des émotions ou peur de la mort, dans le geste du destructeur de la nature, on trouve toute une philosophie. Et ça, vous commencez petit à petit à le comprendre. Alors aujourd'hui, on pourrait se demander qui manipule nos émotions. On a vu que les émotions, elles existent, elles sont plus ou moins maîtrisées dans certaines catégories et pas dans d'autres. Autrefois, dans les peuples traditionnels, comme toujours, il y avait donc les chamans. Les chamans, ce sont des grands manipulateurs et des grands diffuseurs d'émotions. C'est eux qui donnent le statut de la nature selon ce qu'ils ressentent personnellement. Il n'y a plus de chamans chez nous dans nos sociétés modernes. Par contre, il y a des influenceurs. Il y a des gens qui influencent sur les émotions. Ça peut être des philosophes médiatisés, ça peut être certains artistes contemporains. C'est toujours les publicistes et évidemment les fabricants d'images. Et des images, on en a beaucoup. Il y a aussi ce que on appelle la peur métaphysique de la nature. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est? La peur métaphysique de la nature, c'est la peur pour l'homme de voir sa place dans l'univers remise en cause. Parce que pour l'homme, et vous le voyez sur ce schéma, si vous tapez Sapiens, vous allez sur Internet, vous n'aurez des schémas que comme ça, qui nous montrent évidemment qu'on vient du primate, mais on s'est redressé, regardez comme on est joli, et surtout le cerveau a grossi. C'est peut-être un avantage, mais peut-être que ça pourrait s'avérer être un gros défaut. Et donc, l'homme se considérant comme l'aboutissement parfait de l'évolution, il estime que la nature, elle est là pour son profit et elle doit être transformée par lui. Il doit marquer la nature de son empreinte. Donc dès lors, une fois qu'il fait ça, une fois qu'il conçoit ça, il va s'attaquer sans pitié à tout ce qui peut échapper à son contrôle. C'est ce que nous dit Terrasson. Mais il ne faut quand même pas oublier, hein, on parle de la peur de la nature, on peut avoir des raisons d'avoir peur de la nature. La nature, elle peut nous impressionner par son immensité, son indifférence, ses incohérences, sa puissance, sa complexité, son agressivité, voire les phénomènes que vous avez là en photo, les ouragans, les raz-de-marée, les tremblements de terre et les éruptions volcaniques rappellent que l'homme est tout petit, l'homme est très vulnérable face à la puissance extraordinaire de la nature. Et c'est ça le paradoxe de la nature. C'est que d'un côté, elle peut paraître puissante et redoutable, et de l'autre, elle est vulnérable. Hein. C'est les espèces qui disparaissent du fait de notre domination totalitaire sur la nature. Terrasson avait trouvé une technique pour essayer de tester la peur de la nature chez les gens, sachant que on vit pas dans une nature tout forcément sauvage, on vit en mode urbain, on vit dans des campagnes très humanisées. Il avait l'idée de faire dormir les gens dehors, passer une nuit seuls, et ensuite de les récupérer et de discuter avec eux pour recueillir un peu leurs sentiments, leurs sensations, et de développer avec eux un certain nombre de pratiques, de dynamiques de groupe, etc. Il a appelé ça les stages d'abandon nocturne. C'est effectivement un abandon puisqu'on lâche les gens de nuit en forêt, assez loin les uns des autres pour qu'il n'y ait pas de communication possible, sans lampe, aujourd'hui évidemment sans portable. C'est pas un stage de survie, donc les gens ont le droit à un tapis de sol, une couverture de survie, un sac de couchage. Enfin, tout dépend à quelle saison on le fait, mais même il fait toujours frais la nuit en forêt, surtout dans l'Est. Parce que j'ai fait beaucoup de stages d'abandon nocturne avec Terrasson et avec quelques personnes autres depuis que Terrasson nous a quittés. Et effectivement, ces stages, ils mettent les gens dans des conditions particulières. La forêt, chez nous, si vous voulez, elle est très domestiquée. De jour, elle fait peur à personne. Par contre, la nuit, c'est très différent. On est désorienté, c'est la nuit. On peut entendre des bruits qu'on n'arrive pas à identifier, ou alors au contraire, le silence parfait qui fait même peur. Donc voilà, c'est des conditions spéciales. Et cet abandon, il est révélateur de quoi? Il est révélateur effectivement de nos peurs, peur de la nature, peur de la peur évidemment, et c'est une manière de mieux se connaître. Hein. Donc les conséquences d'une nuit en forêt, ça peut être de lâcher prise sur ses émotions. On le ressent quand les gens font effectivement la restitution de leur nuit. Pour beaucoup de gens, il y a une réminiscence de certaines peurs de l'enfance, etc., voire des peurs actuelles
dû à un certain nombre de phénomènes, hein. Donc, la nuit en forêt, c'est quelque chose qui ressort presque du stage d'éco-psychologie. Pour finir, une phrase qui est typique à la fois du vocabulaire terrassonien et qui en même temps vous donne aussi une idée de ce qui se passe autour de nous au quotidien, hein, ce qu'on pourrait appeler l'écocide permanent. C'est la petite zone humide qu'on va drainer, qu'on va remblayer, c'est le bel arbre que vous trouviez magnifique, tout d'un coup on va décider en 5 minutes de couper, etc. Donc pour lui, la destruction de la nature se poursuit. D'ailleurs, son dernier opus, hein, ces 3 livres, c'était La peur de la nature, La civilisation anti-nature et En finir avec la nature, le 3e. Donc voilà le maître mot des adorateurs de la déesse modernité. Il se battait auprès de ses éditeurs pour que quand il mettait des majuscules, ce soit respecté. Et parce que pour lui, la modernité, évidemment, elle n'était pas prise dans le sens positif que certains lui donnent. Pour parvenir à ce but, la fin justifie les moyens qui sont tous bons. Et là, il termine avec son envolée. Des floraisons sauvages se retrouvent mises en valeur par des parkings. Car le fil conducteur de tout ce remue-ménage, c'est que si on liquide la nature, c'est pour son bien. On retrouve là, évidemment, toute la dénonciation du double langage des humains. Hein, c'est vraiment de la domination presque dictatoriale de l'homme sur la nature. Hein. Je vais faire le bonheur de la nature, d'accord? Donc je vais la transformer parce que je suis l'homme et je suis supérieur. Voilà, j'ai terminé. Donc si vous avez des questions. Jean-Claude, est-ce que tu peux enlever le partage pour qu'on puisse te voir et que les gens puissent poser des questions? Voilà. Merci beaucoup. Jean-Claude, il y a des gens qui ont posé des questions sur le Facebook Live et notamment les gens ils aimeraient savoir où il habitait, Terrasson. Ah bah, Terrasson, il habitait Paris parce qu'il avait sa maison dans l'Allier, bien sûr, en bordure de la forêt de Troncé. Il est né dans un village Saint-Bonnet, en Troncé. Mais il habitait Paris puisqu'il travaillait au muséum en permanence. Hein. D'ailleurs, son dernier bureau était dans la maison de Buffon, là où Buffon avait son propre bureau. D'accord. Alors, attends, là j'ai un petit souci technique parce que je n'arrive pas à voir tous les commentaires. Je ne sais pas pourquoi je ne les vois pas tous. Quelqu'un pose la question, est-ce que tu organises encore des stages d'abandon nocturne? Non, plus depuis quelques années, parce que c'est pas simple. Moi, je profitais d'être chargé de mission au parc pour organiser ça, parce que ça s'organise pas comme ça. Faire passer des nuits en forêt aux gens, vous savez, les forêts aujourd'hui, elles appartiennent toujours à quelqu'un, elles sont domaniales, communales, etc. Donc la moindre des choses, c'est de prévenir évidemment les gestionnaires propriétaires, c'est de prévenir les chasseurs pour éviter évidemment qu'ils viennent au Mirador à la tombée de la nuit et que nos dépôts de personnes les dérangent, enfin, etc. Ou qui n'agrènent pas à proximité d'un endroit où on va mettre les gens pour pas que les gens passent la nuit au milieu des sangliers. On ne cherche pas à effrayer les gens, hein, mais voilà. Donc, non, je n'en fais pas parce qu'il faut aussi être un binôme. Il faut quelqu'un capable, comme le faisait Terrasson, et comme l'a fait la personne qui a travaillé avec moi plusieurs fois, il faut réellement quelqu'un qui mette des paroles, des mots sur les paroles des gens pour qu'ils expriment leur ressenti. C'est pas facile. Il faut pas non plus pénétrer trop dans le jardin secret des personnes, parce qu'il y a des personnes pour qui ça peut être douloureux de se rappeler de certains souvenirs, hein, etc. Ça fait ressortir énormément et de remonter énormément de choses, hein, la peur la nuit seule en forêt. Il y a des gens pour qui il n'y a aucun problème. Et généralement, ce sont des naturalistes qui ont l'habitude de passer la nuit en forêt, qui ont l'habitude d'être la nuit en forêt, qui connaissent les bruits. Il y a des gens qui viennent, qui ont fait ce stage, qui sont des purs urbains, qui jamais ont passé une nuit en forêt. Donc pour eux, l'aboiement du chevreuil, ils savent déjà même pas ce que c'est. Est-ce que c'est un chien? Est-ce que
tiens, un animal, là, en forêt, tout près de moi, ça résonne très fort, des fois dans les vallées et tout. Donc c'est inquiétant, ça peut être inquiétant. Alors, j'ai une question là. Après ces constats, a-t-il eu le temps de proposer des pistes de solutions pour transformer ces schémas, repenser notre rapport au vivant? Quel héritage pour quelle perspective? Ben, c'est ce qu'on peut un peu regretter avec Terrasson. D'abord, il n'a pas laissé vraiment d'héritage. Enfin, l'héritage, c'est le livre, c'est ses écrits. Bon, moi, je lui ai consacré un ouvrage biographique en 2013 qui s'appelle François Terrasson, penseur radical de la nature. J'ai fait un petit peu un condensé de tous ses ouvrages, tous ses textes. Il a écrit énormément de textes. Comme il était au JNE, il écrivait sans arrêt des petits articles, des choses. Et donc, j'ai essayé de résumer ça, la pensée, on va dire, de François Terrasson. Mais il laisse pas de. Depuis qu'il est parti, avec lui est parti, si vous voulez, un ancien système de faire de la recherche. Et aujourd'hui, les laboratoires sont contingentés, ils passent plus leur temps à chercher de l'argent, à faire de la modélisation, des choses comme ça. C'est une toute autre époque, et évidemment, Terrasson était à milieu de ça. Maintenant, il a, de son vivant, travaillé à essayer de convaincre le monde agricole, par exemple, qui se délitait sous ses yeux. Hein. Lui, il a vu le paysan devenir exploitant agricole, agro-businessman. Il a vu aussi des paysans se suicider à cause du remembrement. Il faut voir ce qu'a été le remembrement. C'est un traumatisme. Hein. C'est toutes les structures agraires qui changent, c'est le parcellaire, c'est un remue-ménage incroyable, quoi. Et que ça a été appliqué de manière extrêmement, comment dire, implacable grâce aux ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts, grâce à nos grands corps d'État, d'une manière mais complètement incroyable. Vous vous rendez compte, 750 000 kilomètres de haies arrachées, ce que ça représente? Et c'est pas les petites plantations qu'on voit par-ci par-là qui poussent qui vont récupérer tout ça. Terrasson s'est battu contre ça. Il allait dans des parce que en fait ses premiers travaux, c'est de faire des études d'impact. Aujourd'hui, vous savez, tous les remembrements sont accompagnés d'une étude d'impact. Mais au début, il n'y en avait pas. La loi ne le prévoyait pas. Et le muséum, dans ce fameux service de la conservation de la nature, avait lancé Terrasson, qui s'est baladé dans toute la France hein, pour aller dans des communes où il y avait des gros remembrements et essayer de il a aussi été précurseur dans la trame verte et bleue parce que ce qu'il essayait, c'était de sauver le réseau minimum de haies qui permettait des connexions, etc. Donc vous voyez, ça sur carte, et après il se tapait les réunions avec le monde agricole, les propriétaires et tout ça. C'était pour lui quelque chose de terrible, quoi. Terrible. Alors, Jean-Claude, j'ai une question là. Sait-on s'il a pu collaborer avec des anthropologues tels que Philippe Descola pour explorer plus profondément les raisons de cette séparation homme-nature dans nos sociétés occidentales? On sait que beaucoup de sociétés dites primitives n'ont même pas de mot équivalent à notre concept de nature. Chez nous, c'est un rapport de sujet à objet. Oui, mais là, Terrasson, non, il n'a pas collaboré avec Descola. Je ne sais pas s'il a collaboré avec d'autres anthropologues. Il était tellement hors chemin, il ne pouvait pas être considéré comme un anthropologue. Il était scientifique au Muséum Sciences de la Nature. Donc, vous savez, les gens sont très cloisonnés. Hein. Lui, il essaie de décloisonner sa pensée, mais il y a des cloisonnements. Mais Descola, il a écrit quelque chose par rapport à Descola, où, assez critique d'ailleurs, il a dit Descola n'a pas compris la différence entre la nature, sa définition ou sa réalité objective et le rapport qu'on a à la nature. Parce qu'il dit que Descola pense que les gens des sociétés primitives qu'il a étudiées, notamment les Indiens d'Amazonie, n'ont pas de mots pour la nature parce qu'ils ont une bonne relation avec la nature. Mais non, ils ont des mots pour la nature. Mais ils l'appelleront peut-être pas nature comme nous, mais quand on met le mot en même temps, il y a tout de suite le rapport. Et évidemment, dans le monde occidental, il y a une scission nature-culture qui n'existe pas chez les peuples animistes, etc. Donc voilà, mais tout le monde reconnaît une réalité objective à la nature. Quand il entendait par exemple des gens des sciences humaines ou des philosophes de salon qui disaient la nature est une construction sociale, ben, il répondait mais mettez-les assis sur une fourmilière et après on en reparlera. Non, il y a une réalité objective. La fourmilière, le jaguar, l'arbre et tout ça, ça c'est la nature. Et donc les gens le concept global, il a toujours existé. Ils vont appeler ça Gaïa, ils vont appeler ça
Pachamama, ils vont appeler ça comme ils veulent, mais la nature, elle existe, elle est là, elle est permanente. C'est le rapport qui est différent. Et notre rapport occidental, il est terrible, il est terrifiant. Cette césure-là entre culture et nature qui donne à la limite à l'homme, on va dire, qui l'empêche en tout cas pas de considérer la nature comme un objet. Est-ce que tu sais quels ont été les auteurs qui ont inspiré François Terrasson? Bonne question, mais je ne l'ai jamais entendu citer d'autres auteurs. Il avait d'ailleurs dans ses livres, il a très peu de bibliographie. Il a des notes de bas de page, etc. Et tout. Bon, bah, je vous ai cité Gregory Bateson. Il est allé chercher les écrits d'un psychiatre américain, vous voyez, parce que ça l'intéressait pour ce qu'il avait à développer. Mais non, mais il baignait dans énormément de choses. Il lisait énormément, beaucoup. Mais il adorait les livres de science-fiction, par exemple. Il lisait sûrement, il lisait beaucoup. Il était abonné au Monde, il lisait Le Monde tous les jours. Donc, alors bon, Le Monde, c'est un journal, mais il s'inspirait de tout ce qu'il entendait. J'avais des contacts avec lui, donc assez fréquents, et chaque fois que je voyais quelque chose sur justement ces prises de bec avec les gestionnaires de la biodiversité, je lui envoyais, et il se faisait une espèce de compilation, et de temps en temps, on en parlait, ou il sortait un petit texte, ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que il n'y a pas de gens qui, par exemple, il n'a jamais cité Robert Hénard. Robert Hénard, ce n'est pas la génération de Terrasson, c'est encore une génération avant. Et pourtant, ils ont été contemporains. Et pourtant, Hénard est francophone, mais je ne l'ai jamais senti. Il faut bien se dire une chose, c'est que Terrasson, c'est pas un hasard s'il a fait de la sociologie rurale. Il sort d'un milieu rural. Certes, en bordure de la forêt de Troncé, il adorait la forêt. Il avait deux chevaux de bataille, le bocage et la forêt. Mais somme toute, on est toujours façonné par l'endroit où on a passé son enfance. Et son enfance, c'est les chemins creux du bocage et la forêt. D'accord? Il y a les deux. Donc, il n'était pas si tourné que ça vers la nature sauvage, en fait. Il n'a jamais pris fait et cause pour justement, comme il ne croyait pas à l'intérêt des aires protégées, parce qu'il croyait à la duplicité de notre société qui d'un côté détruit la nature et de l'autre dit qu'elle veut la protéger. Et jusque quand? C'est ce qu'il disait. Donc, non, je dirais que c'était plus vraiment un ruraliste, mais il croyait encore à un modèle agricole qui permettait une bonne coexistence, ce qu'on appellerait aujourd'hui donc l'agroécologie, et pareil en forêt. Il préférait beaucoup de nature, mais pas à 100% partout, qu'une nature à 100%, mais en pourcentage réduit du territoire, et partout ailleurs, on bousille tout, quoi. Vous voyez un petit peu si je devais résumer ce qu'il est. Alors, est-ce que tu sais si François Terrasson a gagné des combats environnementaux ou au moins si ses interventions ont pu modifier certains projets localement? Alors, je ne sais pas si c'est engagé, s'il faisait partie de Alliés Nature, enfin une association locale, donc il a sûrement participé, mais c'est pas ça qu'il cherchait, François Terrasson. C'était pas un militant. Si, il a milité quand même. Il a été administrateur de l'association qui est devenue France Nature Environnement, hein, qui s'appelait autrement avant. Donc il a été expert auprès de l'UICN aussi. Enfin, il a fait beaucoup de choses. Mais je dirais pas qu'il était militant pour agir sur un projet particulier. Par contre, je peux vous dire qu'à travers ses conférences et même ses ouvrages, il a influencé énormément de gens. Moi, le premier. Moi, j'ai 5 ans d'expérience dans mon métier d'écologue. Je tombe sur La peur de la nature, je le lis, et là, une fois que j'ai fermé le livre, je conçois que je ne vais pas pouvoir continuer à travailler comme je l'ai fait. Donc, remise en cause totale de tout ce que j'avais fait les 5 premières années. Et donc, c'est pas rien. C'est pas Terrasson qui m'a transformé, c'est Terrasson qui a révélé en moi ce qui était quelque chose, mais qui n'avait pas trouvé le moyen de sortir, quoi. Donc, il m'a révélé à moi-même. Et d'ailleurs, c'est
C'est souvent comme ça que ça se passe, les choses. Donc, à travers ces conférences, il a fait énormément réfléchir. Bon, il a agacé, bien sûr, beaucoup de gens hein, qui voulaient rester sur leur position, mais il a fait vraiment, vraiment beaucoup. Il a révélé énormément de choses à énormément de monde. Donc, elle était là. C'est pour ça qu'il croyait à la communication. Il faut bien se dire une chose, c'est qu'à l'époque où il n'y avait pas maintenant les réseaux sociaux ni les journaux numériques, il y avait encore du journal papier. Il avait des tribunes dans Libération, dans Le Monde, dans le Quotidien de Paris, enfin, grâce au fait que les JNE avaient eux-mêmes des journalistes qui étaient dans les grands quotidiens, ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Donc, et ils pouvaient passer des textes qui étaient finalement pas du tout des textes scientifiques, comme parfois on le voit, qui pouvaient s'adresser à un très large public. Avec des expressions souvent très modernes, la nature clean, hein, etc. Donc c'est plus un influenceur. D'ailleurs, je crois que sur sa carte de visite, à la fin de sa vie, il avait mis quelque chose là-dessus, sur l'influence, sur le fait qu'il était oui, responsable en influence naturaliste, quelque chose comme ça. J'ai plus l'expression sous les yeux, mais je peux vous la retrouver. J'ai une personne qui dit peut-être qu'on peut voir une forme d'héritage dans l'expérience de Notre-Dame-des-Landes. Ah ben, je pense oui que s'il avait pu observer un phénomène comme la ZAD là, de Notre-Dame-des-Landes ou dans d'autres endroits, il aurait certainement soutenu ça au moins par son crayon, quoi, par la parole ou par l'écrit. Oui, c'est tout à fait pensable. Parce que lui-même, quand Nature 2000 est sorti, comme le Muséum d'histoire naturelle était, on va dire, presque un opérateur de Natura 2000, les cahiers d'objectifs et tout ça, et qu'il se lançait dans la démarche, il était évidemment contre, il était archi contre tout ce qui pouvait, comment dire, figer la nature par des réglementations et des coercitions, comme il le disait. Et donc, il a pris sa plume, il a fait un article vraiment au vitriol contre Natura 2000, et évidemment, il a été convoqué par le directeur, quoi, hein. Et c'était une bombe, hein, son texte, par rapport au muséum. Il signait le muséum, quoi, hein. Et d'ailleurs, il avait tellement... Je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'il avait comme bouc émissaire l'ONF, l'Office national des forêts, qui gérait les forêts publiques, et dont celle de Tronchet, par exemple. Il dénonçait en permanence ce qu'il appelait la propagande, il traitait l'ONF d'État totalitaire, enfin c'était des mots forts, hein, et il était tellement contre eux que le directeur général à Paris téléphonait au directeur du muséum pour lui dire « Dis donc, il faudrait le calmer, votre gars, hein, parce que commence à exagérer, quoi ». Donc vous voyez, il était... enfin, il avait pas de... Il se mettait pas... Enfin, il n'avait pas l'impression de se mettre en danger, en tout cas, mais il voulait garder la liberté d'écrire et de penser. Alors, une autre question, sais-tu si François Terrasson avait des passions, des domaines d'intérêt naturalistes particuliers? Non, c'était vraiment un généraliste, hein. Au départ, il s'intéressait aux insectes, mais il était capable de parler de tout. Par exemple, quand il fait l'apologie de la ronce, ben, il rappelle tout ce qui vit grâce à la ronce, quoi. Et j'ai relu d'ailleurs un de ses textes il n'y a pas longtemps, parce qu'il a fallu que j'intervienne aussi pour défendre la ronce à la demande des gens des JNE, là, sur un dossier précis où toute une zone de talus en plein Paris a été débroussaillée à la suite des demandes d'un bureau d'études pour faire de la restauration écologique. Donc là, j'ai repris ma plume et je me suis mis à faire du terrasson et à pourfendre ça de manière assez radicale, quoi. Mais du coup, j'ai retrouvé effectivement ces textes sur la défense de la ronce. Alors, Jean-Claude, peut-être la question de la fin. Est-ce que tu peux décrire François Terrasson en 2 adjectifs? C'est un rabelaisien,
un paysan rabelaisien. Paysan vraiment dans le bon sens. Parce que j'ai oublié de le dire, chaque année, il organisait ce qu'il appelait, souvenez-vous qu'il aime l'humour, les beuveries apicoles. Apicole en un mot, mais on peut enlever le A, hein, et où il invitait un certain nombre de gens de son entourage, là où il habitait dans l'Allier, en ne disant pas où était le lieu du rendez-vous, en ne disant pas que les gens allaient dormir dans la ruine que vous avez vue, ou dans son moulin où il y avait des trous dans la toiture. Enfin, c'était pas réellement sa maison, c'était la maison de famille, mais qui était presque une ruine, quoi. Donc, il invitait les gens là à un grand week-end avec des boissons, etc. Ses cousins paysans venaient tourner un cochon à la broche, quoi. Donc, j'ai jamais pu, alors que j'étais invité, j'ai jamais pu y aller parce que ça tombait toujours mal. C'était mi-juin et en mi-juin, quand on est écologue ou naturaliste, il se passe beaucoup de choses. Mais c'est plus tard que je suis allé sur les traces de Terrasson avec son épouse. Ok. Écoute, je pense que peut-être qu'on est arrivé au bout. Je vois plus de questions là. On va te remercier, Jean-Claude. Ça a été vraiment passionnant cette conférence. Et on va peut-être se quitter et on se dit à très bientôt pour de À nouvelles bientôt. conférences sur la coordination libre-évolution. Merci. D'accord. Au revoir. Beaucoup.
suis engagé à le faire ce soir pour vous.